Bonsoir, ici Stéphanie Marie sur sa page pro, le retour. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques instants, voir si quelques-uns d'entre vous viennent me rejoindre sur ce live hebdomadaire. C'est le retour des lives hebdo. Je suis contente de vous retrouver. Si vous arrivez en replay, faites-moi un petit coucou hashtag replay ou coucou replay tout simplement. Simplement pour voilà, me faire signe, me dire que vous étiez sur le live, que vous étiez présent et que je puisse vous saluer en retour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de week-end, un bon samedi. Je suis un peu en retard, j'avais dit 19h, il est 19h06. Mais j'ai eu quelques soucis de connexion avec sur la mise en live. Donc si vous arrivez, faites-moi un petit coucou que je sache que vous êtes là. Dites-moi si vous m'entendez bien aussi. Parce que comme j'ai eu des soucis de connexion, j'espère que tout fonctionne comme il faut. Et voilà, je suis bien contente d'être là. Bon, aujourd'hui, alors je vois qu'il y a une personne connectée. Est-ce que cette personne pourrait juste me signaler si le son est OK, que je commence sans être dans le vide? Ce serait chouette. Ce serait vraiment sympa. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc aujourd'hui j'avais envie de parler parce que c'est une personne qui suit les lives qui m'avait évoqué ce sujet, qui avait envie qui est un live sur l'épuisement parental ou le burn-out parental. Donc on y va. Surtout que c'est un sujet qui peut me parler. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, je suis une maman solo de jumeaux. Des jumeaux qui ont aujourd'hui 14 ans. Mais voilà, ça fait 12 ans que je suis toute seule avec... en alternance, mais que je suis une maman solo de 2 enfants. Et puis ça me parle aussi parce que je suis une personne qui avait un poste à grosse responsabilité. J'étais DRH dans une grosse boîte. Et puis après, au niveau professionnel, les choses aussi ont évolué. J'ai fait un burn-out, donc j'ai fait professionnel. J'ai fait une reconversion professionnelle, ce qui implique forcément du stress et puis de gros changements dans la sphère personnelle, donc y compris dans le relationnel avec les enfants. Je me suis installée aussi dans mon activité libérale, ce qui m'a demandé beaucoup de temps. Et puis depuis quelques temps, je développe aussi mon activité en ligne et je crée l'Académie Conscience et Évolution. Donc tout ça, parce que mine de rien, dans le burn-out parental, la sphère professionnelle compte aussi beaucoup. La sphère de couple compte, mais la sphère pro compte aussi parce que c'est finalement celle qui nous... Ah, coucou, je sais pas, c'est Marianne, c'est ça? Coucou? Je crois que c'est Marianne. Il me semble que je reconnais ta petite bulle. La sphère professionnelle est aussi très présente là-dedans. Alors, le burn-out parental, ou l'épuisement parental, c'est un épuisement qui est lié à... C'est un peu comme le burn-out professionnel, sauf qu'on le transpose au statut de parent et pas au statut de salarié, ou de travailleur plutôt, parce que ça peut arriver quand on est à son compte aussi. Mais c'est le fait c'est un épuisement qui est lié à une exposition en fait chronique à un stress dans le statut de parent et qui n'arrive pas à être comblé, apaisé par les ressources internes de la personne ou les ressources externes. Donc là, ça va vous parler par rapport à l'épuisement en général. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste par 3 aspects. Un épuisement physique et émotionnel, on y reviendra après plus en détail. Un épuisement physique et émotionnel. La deuxième manifestation, quand on a atteint ce seuil-là, parce qu'avant il y a des phases, quand on a atteint ce seuil-là,
au-delà de la manifestation physique et émotionnelle, l'épuisement physique et émotionnel, il y a aussi, coucou Marianne, il y a aussi, donc c'était bien toi, il y a aussi le désengagement et le désinvestissement de la relation affective avec son enfant, qui est en fait un mécanisme de défense, mais qui est une mise à distance avec l'enfant. Et puis la troisième manifestation, le troisième symptôme, c'est le sentiment d'une perte d'efficacité dans son rôle parental en tant que parent. Donc vous voyez, c'est vraiment la même chose que, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les études, c'est vraiment la même chose que le burn-out professionnel. L'épuisement physique émotionnel, le désinvestissement, le désengagement dans la relation avec l'enfant, et le troisième, c'était le sentiment de perte d'efficacité dans le rôle parental. Alors, pour ce live, on va peut-être juste balayer là tout de suite, c'est-à-dire pour le mettre de côté, les enfants en eux-mêmes. Parce que parfois, on est en burn-out parental parce qu'on a des enfants avec qui c'est compliqué. Pourquoi? Le truc, c'est que ça vient toujours parler de nous. Déjà, les enfants, on en a déjà parlé sur plusieurs lives, je vous en ai déjà parlé sur plusieurs lives, les enfants, ils ont cet instinct d'aller nous chercher dans nos failles et dans nos blessures et d'aller y mettre le doigt et d'aller appuyer dedans. Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils ressentaient qu'on n'est pas sécure sur certains points, qu'on n'est pas sécure nous et sécurisant pour eux et stable. Et du coup, ils viennent appuyer dessus pour voir comment on se positionne là-dessus. Ils peuvent aussi détecter nos failles et nos blessures et puis, j'allais dire inconsciemment parce qu'ils ne le font pas volontairement, comme jouer avec pour essayer d'obtenir ce qu'ils souhaitent et avoir qu'il y ait une forme de manipulation inconsciente qui s'instaure, mais jamais avec l'intention de nuire. L'enfant n'a pas l'intention de nuire, il ne le fait pas volontairement, il le fait vraiment inconsciemment. Donc il peut y avoir ça. Et puis parfois il y a les jalousies aussi entre frères et sœurs. Hello Sandy, j'espère que tu vas bien. Il y a les jalousies entre frères et sœurs aussi qui peuvent activer des conflits au sein de la sphère familiale. Donc ça, c'est aussi à nous, parents, d'être vigilants sur ce qui se passe entre nos enfants parce que très souvent, on n'arrive pas à le voir. Les gens à l'extérieur vont le voir, mais nous qui sommes à l'intérieur, le parent lui-même, il ne voit pas en fait forcément ce qui se passe. Donc on peut aussi demander un regard extérieur là-dessus. Et il peut y avoir des jalousies au sein de la fratrie qui fait que des relations conflictuelles vont s'instaurer. Il y a des enfants aussi, on en avait parlé sur un live aussi sur les limites, qui sont en recherche de limites. Un enfant, il n'est pas difficile sans raison, c'est qu'il y a quelque chose. Et les parents, il y a des parents qui ont peur de ne pas être aimés de leur enfant, de perdre l'amour de leur enfant parce que ça vient les chercher eux hein, sur leur relation, leur façon de relationner avec les autres. Et du coup, ils vont pas poser de limites parce qu'ils vont avoir l'impression que s'ils posent des limites, s'ils sont autoritaires, s'ils sont fermes, ils vont perdre l'amour de leur enfant ou alors ils vont avoir peur de blesser leur enfant parce que ça vient les chercher eux aussi dans leur état émotionnel et dans leurs propres blessures d'enfant. Et du coup, les enfants vont devenir des enfants difficiles parce qu'ils cherchent les limites et les enfants, ça a besoin d'avoir des cadres et c'est pas pour les dominer, c'est pas pour les contrôler, c'est parce que ils en ont besoin pour se sentir en sécurité et pouvoir évoluer. Donc c'est notre rôle de parents de leur poser ces limites-là. Et un enfant à qui on ne pose pas de limites, un enfant qui peut faire tout ce qu'il veut, eh bien, il va porter en lui la blessure de l'enfant roi et qui va en faire quelqu'un potentiellement d'un peu tyrannique, devenir un enfant tyran et puis plus tard un adulte qui s'impose par la force et qui abuse de son autorité.
Donc ça, c'est important aussi. Puis les enfants difficiles, ce sont les miroirs en fait des problématiques des parents. Ce sont les miroirs problématiques qu'il peut y avoir dans le couple, qu'il peut y avoir en soi, qu'il peut y avoir dans la relation aussi avec les autres frères et sœurs, pas que au sein de la fratrie, aussi les relations que nous, on a avec le frère de tel enfant ou avec la grande sœur, le petit frère, etc. Tout ça, ça joue sur le comportement des enfants. Mais bon, là, je voulais pas forcément parler du comportement des enfants, mais plus vraiment de l'épuisement du parent et de ce qui l'amène à être épuisé. Parce que ce qui amène le parent à se retrouver dans cette situation, c'est que d'abord, il y a une forme d'idéalisation. D'idéalisation de ce qu'il cherche à atteindre dans le cadre de sa famille, de la famille qu'il est en train de construire, mais aussi dans le cadre de son rôle de mère ou de père. Et très souvent, ça vient en résonance avec les blessures du parent, nos propres blessures. Parce qu'on a envie d'être le parent qu'on n'a pas eu, ou en tout cas sur certains points où nos parents ont été à nos yeux défaillants, où nos parents n'ont pas satisfait à tous nos besoins, nous, on va ressentir cette mission et cette envie que nos enfants ne ressentent pas ce que nous-mêmes on a pu ressentir. Et du coup, on va se donner ce rôle-là et on va aller sur quelque chose parfois qui est inatteignable ou en tout cas qui n'est pas cohérent avec les ressources qu'on peut avoir ou qui simplement demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement en temps, parfois aussi financier. Donc, c'est comme s'il y avait le désir idéal de combler en fait une blessure qu'on porte, de combler une carence affective qu'on a ressentie et qu'on veut éviter à notre enfant. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de projection. Donc, c'est qu'on projette nos propres souffrances d'enfant sur nos enfants à nous, alors que potentiellement, ils ne vont pas souffrir parce que nos souffrances, elles sont aussi le fruit de nos filtres. Je mets de côté, bien évidemment, la violence, qui est une souffrance en elle-même, mais parfois, on a des blessures ou des carences qui sont liées à la manière dont on a vécu les choses et pas forcément à la réalité de ce qui s'est passé. Et donc, on projette sur nos enfants ça et ça nous amène à se missionner de surtout être un parent qui est comme ci, comme ça, etc. Et du coup, on va comme prendre le contre-pied en fait du truc. Si j'ai eu un parent qui ne m'écoutait pas ou je ne me suis pas sentie écoutée quand j'avais des soucis, ben je vais être un parent qui va avoir tendance à tout le temps demander à mon enfant comment il se sent, est-ce que tout va bien, est-ce que tout se passe bien à l'école, etc. Si j'ai souffert du divorce de mes parents, ben je vais avoir tendance, même si je suis pas heureuse ou heureux dans mon couple, à rester avec mon mari, à rester avec mon épouse pour éviter à mon enfant telle ou telle souffrance. Et ça va me mettre, moi, en souffrance. Ou j'ai souffert du fait que mes parents, par exemple, je parle pas de moi, hein, je prends un exemple, j'ai souffert du fait que mon père ou ma mère travaillait trop et ne s'occupait pas de moi le soir, mais du coup, je vais avoir tendance à mettre complètement de côté ma vie professionnelle pour être focus sur mon enfant et finalement, je vais me mettre moi en souffrance alors que peut-être il y a juste déjà un équilibre à trouver et puis surtout potentiellement ce que moi j'ai ressenti en tant qu'enfant, mon enfant va pas forcément le ressentir lui-même. C'est très différent. Tout ça, c'est en plus, je trouve, cette idéalisation dont je parlais, c'est alimenté par toute cette parentalité positive dont on entend énormément parler, qui est très bien en soi, mais on en a entendu tellement parler et on nous a tellement donné ces injonctions d'être un parent positif et d'être dans de la parentalité positive, qu'on a presque tous reçu, surtout nous, les quarantenaires, enfin je dis nous, moi en tout cas, parce que c'était pas le cas de nos parents, mais cette injonction d'être dans cette parentalité positive. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le phénomène d'orthorexie sur l'alimentation et ces personnes qui
qui se sont mis un point d'honneur à avoir une alimentation saine, totalement saine, et qui finalement finissent par, avoir des problématiques psychologiques parce qu'ils sont tombés dans ce qu'on appelle donc l'orthorexie, qui est le fait de vouloir être sain à tout prix dans tout ce qu'on met dans son corps et de tout ce qu'on fait avec son corps. Et puis parfois aussi sur cette idéalisation ou cette envie de bien faire et de sur-bien faire, il y a aussi la peur du jugement des autres. Ça peut être le cas par exemple des parents homosexuels qui ont peur d'être jugés et qui du coup mettent encore plus d'énergie à essayer de prouver qu'ils seront ou qu'ils sont des bons parents à leurs enfants, mais aussi et surtout aux autres. Ça peut être le cas aussi, même si ça devient aujourd'hui malheureusement un peu plus banal, mais le cas des parents solos ou des mamans solos, des papas solos qui peuvent avoir peur de ce que les autres vont penser de la manière dont ils éduquent leurs enfants parce qu'ils sont seuls et qui du coup vont vouloir absolument montrer que même en étant seuls, ils arrivent à assumer le rôle des deux et du coup vont être dans quelque chose de... Je dirais pas d'excessif parce que c'est pas forcément excessif en soi, mais en tout cas qui est excessif par rapport à leur réalité intérieure et leurs ressources. Ce qui peut aussi se passer au-delà de l'idéalisation, qui est donc une des choses qui peut amener au burn-out parental, il y a aussi la contradiction entre des attentes qu'on a. Par exemple, c'est la plus fréquente, on veut être reconnu au travail, on veut avoir une carrière professionnelle, on veut faire partie des salariés qui sont performants, qui sont bien vus, et en même temps, on veut aussi être un bon parent, une bonne maman, un bon papa, et ne pas laisser notre enfant à l'école jusqu'à 19h, enfin à la garderie. Et du coup, on se retrouve avec des attentes qui sont contradictoires parce que être bien vu en entreprise, c'est pas malheureusement aujourd'hui, en tout cas en France, quand on part à 17h de son travail, c'est qu'on a pris son après-midi. Et puis du coup, c'est ce qu'on est un peu obligé de faire si on veut être à 19h, surtout dans certaines régions où on a un certain nombre de temps de trajet avant d'arriver à destination pour aller chercher son enfant. Et on se retrouve dans cette contradiction d'attentes qui ne peuvent pas aller ensemble et qu'on essaye à tout prix qu'on essaye à tout prix de concilier des choses qui ne sont pas conciliables telles quelles, en tout cas. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire si c'est des choses que vous vivez. Donc la contradiction des attentes, et puis il y a ensuite arrive le surinvestissement. Donc c'est là que, parce qu'on idéalise, parce qu'on est dans ces attentes qui sont inconciliables, et on va s'investir corps et âme, ça va être dans l'investissement dans les nuits du bébé, dans les soins de l'enfant, dans les activités, les trajets pour aller aux activités, les devoirs, etc. J'ai un enfant, je veux qu'il fasse une activité sportive, une activité musicale parce que je trouve que c'est bien pour lui. Puis après, j'ai un deuxième enfant, je vais pas lui faire moins que le premier, donc il va aussi en faire 2. Et je me retrouve à faire 8 allers-retours, 8 trajets dans la semaine pour les emmener à leurs activités. À un moment donné, c'est juste très très compliqué. Et on finit par s'oublier, par ne pas déléguer aussi. Et puis le parent, en fait, finalement, il investit beaucoup plus de ressources que ce qu'il peut faire. Donc, c'est vraiment comme le burn-out professionnel. Il finit par, du coup, à se déconnecter de lui-même et à être que dans l'action et dans la souffrance pour lui, et à se perdre complètement de vue, à se déconnecter de ses besoins. Et on tombe dans le sacrifice. Donc le parent qui est prioritairement un père, une mère,
et puis qu'il le devient même exclusivement et qui n'est plus finalement aussi une femme, un mari, ou même sans être en couple, une femme, un homme, et le parent finalement néglige totalement qui il est au profit de son enfant. Et qu'est-ce que ça crée tout ça? Donc l'idéalisation, la contradiction entre des attentes qui sont inconciliables, le surinvestissement, le sacrifice, ben ça crée à un moment donné une frustration. La frustration, elle est en lien avec l'importance qu'on va avoir mis à essayer de se dévouer, de se sacrifier, et les bénéfices qu'on va finalement constater. Ça peut venir des sacrifices qu'on a faits, et puis de se rendre compte que finalement les sacrifices, ils n'ont pas porté leurs fruits. Ou en tout cas, on n'a pas été là où on pensait qu'on allait. Je vous donne un exemple. Si c'est quelque chose, par exemple, je l'avais vu chez une de mes clientes en cabinet, elle avait très envie d'évoluer professionnellement. On lui a proposé une superbe promotion. C'était vraiment le job qu'elle avait envie d'occuper et pour lequel elle travaillait, j'allais dire, dur depuis plusieurs années. Et donc, à un moment donné, on lui propose ce job-là, mais par contre, il est plus loin que là où elle travaille actuellement. Donc, ça nécessitait plus de temps de trajet et donc forcément de rentrer plus tard le soir, au-delà du fait qu'elle prenait des responsabilités du management. Donc, forcément, voilà, les horaires sont trouvés impactés. Et elle s'est trouvée en difficulté par rapport à son deuxième enfant, parce que le premier, elle avait été là pour faire les devoirs, etc. Le soir, elle était présente. Et elle ne voulait pas ne pas... C'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure avec les activités. Elle ne voulait pas faire différemment pour le deuxième. Comme tout à l'heure, le premier, il a 2 activités, mais il était seul, donc c'était plus facile d'avoir une activité sportive et musicale. Et arrive le deuxième, et je m'impose la même chose parce que je vais être dans un souci d'équité. Et là, c'était pareil, elle voulait absolument que son deuxième enfant, sa fille, puisse bénéficier de sa présence de la même manière pour les devoirs, etc. Donc, elle a vécu une grosse difficulté, un gros conflit intérieur. Elle a fini par refuser cette promotion et rester sur son poste. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que sa fille derrière, parce que c'était pas le même enfant que son premier, donc qui n'avait pas les mêmes besoins, et sa fille derrière, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a demandé à aller à l'étude parce qu'elle avait envie d'être avec ses copines et d'étudier avec ses copines, et puis qu'elle n'avait pas envie de rentrer faire ses devoirs avec sa mère. Et ça a créé une énorme frustration et donc une grosse difficulté pour elle parce que elle s'était sacrifiée, elle s'était surinvestie, et finalement elle n'obtenait pas quelque part les résultats ou en tout cas le bénéfice de l'investissement qu'elle avait donné. Donc il y avait un déséquilibre qui s'était créé et qui créait chez elle une frustration qui peut même finir par devenir, plus que de la frustration, j'allais dire de l'amertume. Parce que on peut même finir par en vouloir à ses enfants, en fait, à faire ça. C'est ça qui est terrible. Nos enfants ne nous ont rien demandé, on s'impose des choses parce qu'on croit que, ou on répond à des injonctions, ou on essaye de combler des blessures ou des carences affectives, et finalement on finit par en vouloir à nos enfants qui ne nous ont rien demandé parce que notre interprétation et notre façon de gérer les choses n'a pas été juste. Puis ça amène une perte d'énergie folle, ça c'est clair, hein, fatigue, difficulté de concentration, problème de sommeil, et puis le parent devient susceptible, et puis devient pessimiste, et puis peut-être qu'il y a de plus en plus de conflits à la maison, qu'il y a moins d'écoute avec son enfant, et finalement on en arrive à ce stade de l'épuisement. Donc c'est là qu'on arrive sur les 3 manifestations dont je vous parlais au début du live, qui sont donc l'épuisement physique et émotionnel. Donc là, le parent, il n'en peut plus, il a l'impression qu'il se noie, que dès qu'il imagine ce qu'il a à faire en tant que parent, mais après ça couvre d'autres sphères, ça va être penser au fait que je dois faire à manger, que je dois aller faire les courses, que je dois faire le ménage, ça devient quelque chose d'énorme qui le met dans un état à la fois de stress mais aussi de grande fatigue et d'épuisement.
Euh, et puis, il y a ce fameux désengagement aussi dans la relation avec l'enfant, qu'on peut finir, ce que je vous disais tout à l'heure, par voir comme presque un poids, comme quelque chose, si j'avais su, j'aurais pas fait. Voire parfois, selon les cas, un enfant qu'on peut finir par voir comme un petit monstre tyran, un gamin insupportable, alors que finalement, ben, ce petit monstre tyran, on l'a peut-être créé, nous. Enfin, c'est même sûr d'ailleurs, ce que je vous disais, un enfant n'est pas fondamentalement tyran quand il naît. Il se construit avec nous, donc forcément, on a notre part de responsabilité dans ce que devient notre enfant. Et puis, on devient du coup, en se désinvestissant comme ça, on devient juste un parent qui fait de l'intendance. C'est-à-dire que je fais à manger, que je vais le coucher, et puis en fait, énergétiquement, psychologiquement, je ne suis pas présent à la relation avec mon enfant, je n'y suis plus. J'y ai été au départ et je n'y suis plus. Et enfin, la troisième manifestation, c'est cette perte ce sentiment de perte d'efficacité dans son rôle parental. Ça fait un peu bizarre de parler d'efficacité parce que ça fait très penser aux professionnels, mais c'est vraiment ce qui se passe dans ce que ressent le parent, c'est il se sent plus à la hauteur, donc il perd en estime de lui-même, il perd en confiance en lui, et puis finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfonce. Alors, il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas, a priori, il n'y a pas vraisemblablement de profil de personnes qui seraient plus à risque de faire un épuisement professionnel. Le, le lapsus pour le professionnel, si. Personnel, il n'y a pas de profil plus à risque parce que ça dépend en fait des ressources internes et aussi externes de la personne. Ça va dépendre de ses moyens financiers aussi, parce que c'est plus facile de déléguer quand on a des moyens financiers. On peut se faire livrer les courses, on peut avoir quelqu'un qui nous soutient pour certaines choses. Ça va, par exemple, les gens qui vivent aussi dans des logements plus exigus, forcément que c'est plus difficile aussi d'être parent avec, si on a 3 enfants et qu'on vit dans 45 mètres carrés, il y a plus de tension parce que les énergies sont beaucoup plus concentrées. Quand on a un enfant qui a été qu'on a adopté, ça peut être plus difficile et puis ça peut nécessiter un investissement plus fort. Et encore une fois, ça répond. C'est toujours cette histoire des blessures que portent les parents, des carences affectives qu'ont vécu les parents, qu'ont ressenti les parents et qui les amènent là-dedans. Donc il n'y a pas vraiment de profil en soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je crois que ce qui est important, déjà, c'est d'essayer vraiment d'ajuster, d'équilibrer quel parent on veut être avec les réalités de notre vie. Pas les réalités de la vie, mais les réalités de notre vie. Il y a des choses, on ne peut pas les faire. On ne peut pas les faire telles qu'on aimerait les faire parce qu'il y a d'autres réalités en parallèle qui existent. L'histoire du deuxième enfant, c'est aussi, je trouve, quelque chose qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas faire pareil quand on a 2, 3 enfants que quand on n'en a qu'un. C'est beaucoup plus facile d'avoir, comment dire, autant l'amour, on ne le divise pas, on aime autant tous ses enfants, autant notre temps, il n'est pas extensible. Donc, l'exemple tout à l'heure des activités, j'ai un enfant, je lui fais faire 2, 3 activités parce qu'il est tout seul, oui, c'est possible. Mais quand ils sont 2 et qu'ils sont 3, on ne peut pas leur faire 2, 3 activités tous tout seuls. Ou alors, il faut s'organiser autrement. Donc, il faut apprendre à faire preuve de souplesse et se dire aussi que un bon parent, c'est un parent qui est avant tout épanoui. Un bon parent, c'est pas que un parent qui fait plein de choses, qui est beaucoup présent. Et en plus, on peut être beaucoup présent sans l'être vraiment dans sa tête. Si on est présent pour notre enfant, mais qu'en même temps, notre enfant, il sent qu'on est ailleurs dans notre tête, pour lui, c'est comme si on n'était pas là. Nous, on aura l'impression d'avoir été là, d'avoir tout donné,
Mais lui, ce qu'il aura ressenti, c'est qu'il avait une figurine là dans le salon ou dans la cuisine en train de faire à manger, mais c'était pas sa maman avec qui il avait un échange affectif et énergétique. Et ça, en séance, on le voit énormément, des personnes voilà, qui se sont senties seules, pas pris en charge affectivement par leurs parents, et pour autant c'était des mères au foyer par exemple. Elles étaient vraiment présentes, mais elles n'étaient pas présentes affectivement et énergétiquement. Un parent épanoui, c'est important, et je pense que c'est plus important que parfois des actions qu'on met. Je pense notamment, et parce que ça a été mon cas aussi, hein, mais je pense notamment aux personnes qui ne sont pas bien dans leur couple. Rester avec un conjoint avec lequel on n'est pas bien, c'est pas parce que nous on l'a vécu en tant qu'enfant de parents divorcés, enfin ça n'a pas été mon cas ça, mais par exemple quelqu'un qui a vécu le divorce de ses parents, qui l'a mal vécu et qui une fois arrivé adulte va se retrouver dans un couple où il n'est pas bien et qui va y rester parce qu'il projette sa propre souffrance sur son enfant de ce qui se passerait s'il divorçait, finalement, il va pas être heureux. Et donc, ça va être un parent pas épanoui. Et ça, c'est pas bon pour l'enfant non plus. Donc, c'est important de le prendre en compte dans ce qu'on veut donner aussi à nos enfants. Et par rapport aussi au fait de comment faire et d'ajuster, moi j'avais envie aussi de vous partager un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui parlait de la manière dont éduquaient, dont élevaient en fait les peuples, enfin dont élèvent encore même les peuples traditionnels, les peuples racines comme on dit, qui eux font dès le plus jeune âge des enfants, en fait, les font complètement participer à la vie de la communauté. Ils sont complètement partie prenante. Ils ne sont pas des petites choses desquelles on prend soin et qui ne font rien. En fait, on les autonomise très vite. Et d'ailleurs, il me semble que dans certains dialectes, le mot éduquer et le mot enseigner est le même. Là où nous, c'est différent. Parce qu'ils considèrent qu'en fait, les enfants ont déjà toutes les capacités et les aptitudes en eux et qu'il faut simplement les laisser grandir et les laisser expérimenter ces capacités et ces aptitudes et qu'on n'a pas à leur dire en fait ou faire à leur place. Et on les laisse grandir, s'autonomiser. Parmi la communauté, on leur apprend aussi l'entraide. C'est vraiment très différent de notre éducation où nous, en Occident notamment, on est très dans le contrôle. C'est une façon finalement aussi de contrôler, de se donner l'impression qu'on contrôle nos enfants et comme si c'était nous qui avions la justesse des choses, la sagesse, que finalement, cette sagesse, elle est aussi à l'intérieur des enfants. Les enfants, ils l'ont, ils la portent. C'est plutôt à nous de leur enseigner comment grandir avec leur propre sagesse. Mais c'est vrai que nous, on a plutôt tendance à essayer de contrôler. Et en Occident, pour nous, un peu autonomiser les enfants trop tôt, c'est comme si on perdait le contrôle ou qu'on était négligent avec nos enfants. Je crois aussi que c'est important de créer des moments de plaisir avec nos enfants qui soient communs aux parents et aux enfants pour que le parent puisse se ressourcer dans ces moments-là. Que ce soit pas que du plaisir pour l'enfant ou que du plaisir pour le parent, mais que ce soit des moments qu'on arrive à se créer. Je ne sais pas si vous arrivez à le faire, mais à se créer des moments où on est en famille et ça plaît à tout le monde parce que tout le monde y trouve son compte et tout le monde y trouve une source de bien-être et de ressourcement. Créer aussi des organisations familiales, avec où chacun a son rôle à jouer, les tâches ménagères, les tâches domestiques aussi, les enfants peuvent participer et puis en plus ils aiment participer. Nous on se dit non, on fait et puis eux ce sont des enfants, mais finalement ils se sentent tellement fiers de pouvoir faire les choses eux-mêmes, ça leur fait gagner en confiance en eux, en estime d'eux-mêmes. C'est vraiment aussi important.
Alors moi, j'avais envie de vous inviter à faire... si vous sentez que vous êtes, ou vous avez des clients qui sont dans ces situations où ils se rapprochent de l'épuisement parental, ou en tout cas, peut-être qu'ils y sont complètement, alors, déjà, d'aller voir un thérapeute. Il y a plein de techniques qui sont bonnes pour ça. Vous pouvez aller voir un sophrologue, vous pouvez aller voir un hypnothérapeute, vous pouvez aller voir faire du yoga, de la méditation, voilà. Un kinésiologue aussi pour travailler sur l'énergétique. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour essayer de redescendre la pression et vous sentir mieux, et puis apprendre à prendre de la hauteur et à relativiser. Mais sinon, d'un point de vue plus thérapeutique, vous pouvez aussi, moi je vous y invite fortement, si vous vous retrouvez là-dedans, c'est à aller voir ce que vous essayez de combler, les projections que vous pouvez faire sur vos enfants, et donc en quoi ça vient parler de votre propre histoire, et qu'est-ce que vous avez à régler vous dans votre propre histoire, dans ce que vous avez vécu enfant ou avec vos parents, pour en fait ne plus être dans ces projections avec vos enfants, et donc pouvoir vous autoriser, vous, à vivre votre vie de parents de manière juste et équilibrée et écologique pour vous, et aussi votre vie d'homme et de femme. Mais sinon, voilà, j'avais envie de vous proposer 2 exercices, si vous sentez voilà, que vous êtes dans ce cas-là. C'est ça peut paraître idiot, mais si vous vous forcez à le faire, vous verrez que vous arriverez à trouver des leviers en fait pour lever certaines actions que vous faites, ou certains comportements que vous avez et qui finalement ne sont pas bons pour vous, et probablement pas bons pour votre enfant. Vous posez, fermez les yeux et passez en revue le déroulement d'une journée type en semaine et le déroulement d'une journée type en week-end. Regardez-vous faire du matin jusqu'au soir, quelles sont les choses que vous faites globalement. Voilà, vous allez partir de je me lève, je prends mon petit déj, je vais réveiller mon fils, je lui fais faire ci, je lui fais faire ça, je l'habille, je lui fais mettre ses chaussures, enfin j'en sais rien. Après ça dépend de l'âge de votre enfant. Bref, vous passez toute la journée jusqu'au moment où vous allez vous coucher. Vous faites pareil pour le week-end. Et vous essayez d'identifier ce qui dans votre rôle de parent est lourd pour vous. Parce que vous le faites sans plaisir, parce que vous le faites à contre-cœur, parce que vous sentez que c'est des choses qui vous agacent, que ça vous prend du temps, tout ce qui est difficile pour vous, et vous le listez. Ensuite, vous rouvrez les yeux, puis vous faites la liste de toutes les tâches, j'allais dire, qui, en tant que parent, ou les routines qui, en tant que parent, ne vous conviennent pas. Et puis pour chacune de ces choses que vous allez avoir identifiées, vous vous reposez, vous fermez les yeux et vous imaginez comment ce serait idéalement. Parce que par exemple le matin, habiller les enfants, c'est nécessaire, ils ne vont pas partir en pyjama à l'école. Donc peut-être que vous avez identifié que vous, oh là là, lui courir après pour qu'il mette ses chaussettes, son pantalon, son manteau, etc., ça vous fatigue. Et puis, ce serait quoi idéalement ? Idéalement, soit ça mettrait 2 secondes, j'aurais pas besoin de lui courir après, soit il le ferait tout seul, par exemple. Mais bon, ça c'est un exemple, mais ça peut être d'autres choses. Fermez les yeux et imaginez comment chaque chose que vous avez listée pourrait être idéalement. Pas en étant Superwoman, Superman, mais juste en étant un homme, une femme. Et regardez. Par exemple, si je ressens que c'est un stress pour moi le soir de cuisiner pour 4, parce que je sais que je ne veux pas leur donner des plats tout prêts à manger, et donc je ressens que ça c'est lourd pour moi chaque soir de cuisiner. Ok, idéalement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on continue à manger sainement, mais j'aimerais passer moins de temps en cuisine. Et là, vous allez essayer d'aller chercher, de laisser émerger, donc toujours en ayant les yeux fermés, parce que tant que vous avez les yeux ouverts, vous restez trop dans le mental et dans les croyances et dans tout ce qui vient vous parasiter. Donc, vraiment fermez les yeux et restez à l'intérieur de vous et laissez émerger des solutions, parce qu'il y en a. Vous pouvez par exemple préparer avec les enfants 1 ou 2 plats familiaux dans le week-end et en faire une activité. Vous les congèlerez et vous les remangerez la semaine.
Peut-être que vous allez vous dire que finalement vous autorisez à manger une pizza par semaine, bah, c'est pas très grave. Ou que vous pouvez demander à votre mari peut-être de prendre en charge une partie des repas de la semaine. Ou que peut-être vous pouvez instaurer un jeu avec votre enfant pour que le matin, ce soit ludique pour lui de s'habiller en partie tout seul. Voilà, laissez émerger les solutions. Et vous verrez que les choses vont venir. Si par exemple c'est effectivement l'exemple que je prenais tout à l'heure des trajets pour les activités scolaires, extrascolaires, pardon, laissez émerger comment ça pourrait être. Peut-être en m'organisant avec la maman d'un copain qui peut faire un soir et puis moi je fais l'autre, ou elle fait une semaine, moi je fais l'autre, comme ça nous décharge chacune une semaine sur deux. Peut-être que mon mari, ma femme peut prendre en charge, peut-être qu'on peut restreindre aussi le nombre d'activités parce qu'un enfant n'a pas besoin de satisfaire tous ses désirs, d'autant qu'en plus il doit aussi apprendre que c'est pas que dans la vie on peut pas tout avoir, parce que je crois que c'est important aussi qu'un enfant il apprenne que on est capable de tout avoir dès lors qu'on y croit, mais qu'il puisse aussi expérimenter ce que c'est que d'être frustré, ce que c'est que d'attendre, ce que c'est que l'impatience. Ça fait partie aussi des choses je pense qu'on doit aussi permettre à nos enfants de contacter et d'expérimenter. Et puis une autre chose que je vous invite à faire au-delà de cet exercice-là, c'est aussi de regarder tout ce que vous faites de bien, parce qu'on a toujours tendance à regarder ce qu'on fait de pas bien, ce qu'on fait de pas assez, ce qu'on fait de trop, mais dans le sens négatif. Et jamais on va regarder les choses en se disant « Waouh, je suis une bonne mère parce que… » ou « Je suis un bon père parce que… » grâce à la manière dont j'éduque mes enfants, mon fils, ma fille, il a appris ça, il est comme ça. Je lui ai permis d'aller développer ça. Je lui ai permis d'explorer tel ou tel côté de sa personnalité. Je lui ai permis d'aller ancrer des valeurs qu'il avait déjà en lui et qui sont pour moi aussi fondamentales. Regardez tout ce que vous faites de bien parce que vous êtes forcément des bons parents. On a tendance nos biais cognitifs font qu'on va aller voir toujours ce qu'on fait pas assez, ce qu'on fait pas bien. Mais il faut les chanter, ces biais cognitifs. Dès qu'on les voit, qu'on se rend compte qu'on est dans ces biais-là, il faut leur couper le cou et aller voir le biais inverse et d'aller voir le côté positif des choses. Voilà, ça a été un live un peu long. Je pensais pas que ça allait être aussi long. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans les commentaires. Et puis des suggestions aussi de sujets, si vous en avez, il y a des sujets qui vous intéresseraient pour les prochains live hebdo. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée, un bon dimanche demain et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!